Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas dire grand-chose, donc j'ai juste le plaisir d'introduire Hélène Leuillet, qui est philosophe et psychanalyste et qui est maître de conférences en philosophie politique à la Sorbonne Paris 4. Qui tente à mobiliser une approche psychanalytique pour la compréhension de notre monde contemporain. Et aujourd'hui, on l'a invité pour nous parler de son ouvrage du voisinage, réflexion sur la coexistence humaine. Voilà, c'est ce qu'il a dit Paulou ce matin. Aujourd'hui, c'est entre autres l'idée de parler, de repenser le lien social. Et Madame Leuillet a fait ceci par le biais du voisinage. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie vivement Emmanuel Hirsch, Paul-Loup Weil-Dubuc et son équipe de m'avoir invité à cette nouvelle édition des 10 heures pour l'éthique, pour parler de cette question qui est effectivement au cœur des questions du lien social, aujourd'hui, le voisinage. La question du voisinage est fédératrice de tout ce qui, dans le domaine de l'éthique, concerne la coexistence humaine, ceci au niveau du privé comme au niveau collectif, et plus précisément même à la frontière du privé et du public. Les problèmes de la coexistence humaine, en tant que problèmes de voisinage, sont aussi bien des questions de jalousie, d'envie, de mépris, de désir de reconnaissance, que d'exclusion, de ségrégation, mais aussi de solidarité, d'entraide, d'hospitalité. Il en sera question juste après moi. Il y a plusieurs raisons, d'abord, pour lesquelles cette question du voisinage est aujourd'hui fédératrice de cette éthique du lien social que nous cherchons. La première raison, elle est presque factuelle. Nous sommes aujourd'hui tous voisins. Le voisinage est désormais notre condition, et au moment même où il est devenu notre condition, où il n'y a plus d'intervalle entre les parties du genre humain, pour reprendre une expression de Kant qui disait il y a des intervalles entre les parties du genre humain. Bon, il n'y en a plus aujourd'hui, et c'est précisément ce moment que nous choisissons pour ne plus supporter nos voisins. La plupart dans les pays occidentaux, en tout cas, un des vœux majeurs de l'habitat, c'est d'habiter tout seul dans un pavillon individuel. Et pourquoi ? Pour ne pas avoir de voisins, pour n'être pas gêné par ses voisins. Donc, la question de la coexistence apparaît moins que jamais évidente, et il semble que nous soyons donc à la recherche de nouveaux moyens de coexister, et de nouveaux moyens de recodifier la coexistence. Donc ça, c'est un premier sens de l'éthique. Comment pouvons-nous trouver de nouveaux codes de voisinage ? La deuxième raison nous donne aussi une autre signification de l'éthique, et c'est un peu la thèse que j'ai voulu défendre dans le livre qui vient de vous être montré. C'est que le voisinage lui-même, si on y prend garde, constitue une éthique. Il n'y a pas seulement à se donner une éthique du voisinage, mais à prendre garde que le voisinage est une éthique et nous dicte une éthique, que l'éthique du voisinage, dans une certaine mesure, est sous nos yeux, qu'il s'agit de traiter l'autre comme un voisin. Mais bien entendu, qu'est-ce que cela signifie, traiter l'autre comme un voisin ? C'est qu'en effet, le voisinage peut être le meilleur et le pire. Et ceci, on le sait depuis toujours. Hésiode, au 8e siècle, écrivait déjà « Un mauvais voisin est une calamité, comme un bon voisin, un vrai trésor ». Le voisin, en effet, n'est pas l'ami, mais il arrive que dans des pays en guerre, des voisins, même ennemis en politique, se portent secours. On le voit. Inversement, dans des pays en paix, il arrive que des voisins commencent à se massacrer. Cela arrive aussi. Donc,
cela nous oblige à nous poser cette question de la coexistence qui, de surcroît, est une question de notre temps. Je dirais que la question du voisinage, elle a commencé, si on prend un peu de recul, à se poser avec une certaine importance à l'époque moderne, lorsque l'humanité a pris conscience d'elle-même comme humanité. C'est-à-dire que le voisinage suppose un certain sens du lieu, et lorsque l'humanité prend conscience qu'elle est liée à un lieu, la Terre, et que cette Terre est ronde, est sphérique, eh bien évidemment on prend conscience d'un voisinage généralisé. On ne peut pas échapper comme ça à la condition humaine, ce n'est pas un propos métaphysique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper au globe terrestre, c'est-à-dire on tourne, on peut fuir, mais on retombe toujours sur des voisins. Mais nous avons passé donc un nouveau pas. La question est plus particulièrement moderne à partir du moment où cette spéricité géographique de la Terre, elle s'est transformée en ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, qui désigne plus largement encore que l'interdépendance économique, une interdépendance généralisée de tous les hommes. L'interdépendance, elle est présente dans les moindres choses de notre vie quotidienne, si nous prenons garde à d'où viennent les objets que nous utilisons, etc. Donc, cette interdépendance généralisée nous fait prendre conscience que cette coexistence, qui peut à la fois nous réserver les plus belles surprises et les plus mauvaises, eh bien, oblige à trouver des solutions ou bien à prendre en compte cette réalité pour la transformer en réalité éthique. Et donc, pour terminer cette introduction, je dirais que ces solutions ne peuvent pas être traditionnelles. Aux difficultés de la coexistence humaine, dans tous les siècles de hiérarchie, eh bien, on a trouvé des solutions dans l'inégalité. L'inégalité, évidemment, procure un fabuleux règlement des questions de coexistence. Et Tocqueville cite une fameuse phrase de Madame de Sévigné qui, racontant l'incendie chez des paysans, elle qui était une femme pleine de bienfaisance à l'égard de ses proches, témoignant à sa fille toute cette bienfaisance, eh bien, décrit cette scène comme si elle n'était pas concernée par l'humanité. Et Tocqueville de commenter, effectivement, ils ne sont pas humains de la même manière qu'elle. Mais ces solutions donc ne peuvent pas être les nôtres. Si le voisinage peut constituer une éthique en tant que telle, c'est parce qu'il est un lien horizontal et que dans les siècles qui se veulent des siècles d'égalité, le lien ne peut être qu'horizontal. Alors je ne veux pas dire bien sûr que l'égalité est réalisée dans nos sociétés, mais que nous y tendons en général, presque tous. Bien entendu, il y a des nostalgiques des sociétés inégalitaires, mais quelles que soient les inégalités, nous tendons à l'égalité, nous la souhaitons. Et donc le voisinage est le lien même, l'espace même du lien qui peut correspondre aux sociétés égalitaires. Dans les sociétés inégalitaires, l'autre est un prochain. Et le prochain est précisément l'autre des sociétés inégalitaires, puisque c'est par la médiation de la transcendance, par l'ordre qu'elle induit, que je peux avoir rapport à l'altérité. Mais dans les sociétés qui ont un rapport plus lointain à la transcendance, eh bien, l'altérité, c'est devenu celle du voisin. Le voisin, donc, c'est celui qui, dans un lieu, est à côté de moi. Penser le voisinage, donc, dans cet espace que je dis donc horizontal, c'est penser le lien à l'autre par le lieu. Étymologiquement, voisin, ça vient du latin vicinus, qui vient en fait du grec oikos, qui veut dire la maison, l'habitation. Donc le voisinage, c'est ce qui fait lien par le lieu, et pas n'importe quel lieu. Le lieu où je me retrouve chez moi, et où l'autre se retrouve chez lui.
lieux, ces deux lieux d'habitation qui sont à la fois proches et séparés, qui sont séparés par une ligne, plus ou moins proche, mais en tout cas toujours par une ligne, même si j'habite à la campagne et que la première maison est éloignée, il y a toujours une ligne qui me sépare, même relie aussi de l'autre maison. Et puis, si on vit dans un habitat de masse, dans un immeuble, eh bien c'est beaucoup plus serré, mais la structure est toujours la même. Et puis, voilà, le voisinage passe par différentes échelles. Nous sommes voisins de paliers, voisins de rue, voisins de quartier, des villes sont voisines, des États sont voisins. C'est toujours la même structure. Le chez-soi, par rapport au chez-soi de l'autre, est une ligne qui nous sépare et qui nous relie. Alors comment, cette description étant faite, peut-on penser l'éthique du voisinage, dans ces deux sens, de se donner une éthique et de prendre garde au fait que le voisinage nous dicte lui-même une éthique? Je dirais que la première maxime qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est la maxime de la bonne distance. En quelque sorte, reste à bonne distance de ton voisin. Première maxime, formulée à partir de la différence des lieux, des maisons. Mais bien entendu, la contradiction nous vient aussitôt à l'esprit. Le voisinage est un lieu d'échange, de relations. Il se passe plein de choses autour de cette ligne qui est le voisinage. Et la deuxième maxime donc, se formule à partir de la ligne qui sépare et relie et qui prescrit en quelque sorte vis en paix avec tes voisins, entretiens de bonnes relations avec tes voisins. Parle avec tes voisins. Mais la troisième maxime est la condition des deux précédentes. Elle consiste à prendre au sérieux le lieu commun qu'est cette ligne qui sépare et relie. Elle oblige alors à prendre la mesure de ce que signifie se côtoyer, être les uns à côté des autres, aussi bien pour des États que pour des villes ou que pour des humains. Ce ne serait alors, ne traite pas ton voisin comme un voisin d'en face, ni comme un voisin d'en bas, ni comme un voisin d'en haut, mais comme un voisin d'à côté. Voilà les points que je vais essayer de développer brièvement. Alors la première maxime, la maxime de la bonne distance. Les difficultés de la coexistence humaine sembleraient évidemment, semble-t-il, se régler aisément si on respectait avec les autres une distance convenable. La métaphore de Schopenhauer qui est citée par Freud à la fin de Psychologie du moi et Analyse des foules, Psychologie des foules, et Analyse du moi, dans lequel des porcs-épics ou des hérissons, évidemment, ayant froid, se rapprochent les uns des autres, mais se piquent tellement qu'ils sont obligés de s'éloigner, et ainsi de suite, jusqu'à essayer de trouver la bonne distance, laquelle est évidemment impossible à trouver. Mais l'illusion perdure, et on est comme des hérissons cherchant en quelque sorte à être, par rapport à notre voisin, ni trop éloigné, ni trop proche. Ni trop éloigné, on souffre de l'isolement, ça fait mal, on a froid, ni trop proche, parce que les pics arrivent tout de suite. Donc la bonne distance, c'est quand même quelque chose qui, indéfiniment, insiste comme si elle était possible. Et en vertu, ceci, de la rotondité de la Terre, il faut essayer d'éviter la promiscuité, on est trop près, et en même temps, la trop grande distance. Mais alors, si on suit cette parabole, comment est-ce qu'aujourd'hui, cette recherche de la bonne distance est heuristique pour comprendre ce qui arrive? Eh bien, le problème, c'est que la recherche de la bonne distance, elle conduit la plupart du temps, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, à édifier des murs.
Le principe du mur, c'est en quelque sorte cela. Avec le mur, on est sûr que la bonne distance est respectée. Et le mur, alors bien on peut l'entendre dans plusieurs types de sens. C'est d'abord la haie qui sépare les pavillons individuels. On ne veut pas avoir de voisins, et quand on en a un, eh bien, on plante des haies de telle sorte qu'on ne puisse pas se voir. Le mur, bien sûr, c'est aussi celui qui existe entre les États. Le mur, c'est une séparation réelle, tandis que la frontière n'est qu'une ligne dont l'efficace est symbolique. Et comme on le sait, les murs se multiplient dans le monde. Les plus récents ne sont pas seulement politiques, comme était le mur de Berlin après la Seconde Guerre mondiale, mais les murs actuels, bien entendu, visent à dissuader les migrants d'entrer. Donc voilà comment la question de la bonne distance se présente bien souvent. Il existe aussi des murs invisibles dans les villes. Les banlieues pauvres des pays riches sont à cet égard le miroir du monde. Là encore, il y a quelque chose comme un mur qui n'est pas édifié, qui parfois l'est dans certains pays, et qui fait que, oui, dans une certaine mesure, là, il y a distance. Donc le mur fait figure là d'éthique minimale. Il ne sert qu'à ne pas se faire la guerre. Et encore, il vient de la guerre et puis il peut amener la guerre. Il est identitaire et ségrégatif. Il accompagne le choix de l'entre-soi, là où le voisinage est de toute façon inévitable, quoi qu'on fasse. Donc trouver la bonne distance, ce n'est que très faiblement construire des murs. Dès le XVIIIe siècle, on considérait que dans un lieu d'habitation, un voisin qui édifiait un mur trop élevé était un mauvais voisin. Le mur, au XVIIIe siècle, au début de l'urbanisation dense des grandes villes, le mur est l'indice d'une mauvaise relation de voisinage. Donc le mur abolit même la notion de bonne distance. C'est une illusion que de croire qu'on peut, avec un mur, trouver la bonne distance. C'est une erreur de raisonnement. C'est la première qui vient, cette maxime de trouve la bonne distance. Elle s'inscrit aussitôt dans le mur, mais c'est une erreur de raisonnement car le mur ne supprime pas le voisinage. Nous vivons toujours les uns avec les autres, et s'il supprime un temps la guerre, s'il la retarde, eh bien, il est dans une autre mesure le témoignage de la guerre suspendue, donc de la guerre. Donc trouver la bonne distance, est-ce que ça peut être autre chose que cela? Bien entendu, on peut dire pas nécessaire de construire des murs pour trouver la bonne distance. On peut aussi, par exemple, penser aux codes de voisinage. Les codes de voisinage, il semble bien qu'ils soient édifiés avec ou sans le secours de la loi positive pour précisément faire respecter la bonne distance sans en arriver à cet extrême qu'est le mur, qui témoigne déjà que de toute façon, il y a une guerre. Et de fait, il existe des codes et des lois de voisinage, on les connaît. Ces codes, ils prennent en compte que le voisinage est sensoriel, que le voisinage est un corps à corps, exactement comme pour les porcs épiques de Schopenhauer. Et donc, puisque dans le voisinage, on se sent, on respire les odeurs de la cuisine de l'autre, on s'entend, bien sûr, et puis on se voit. Donc, bien entendu,
il y a des codes pour que la présence de l'autre ne soit pas trop intrusive. Et d'ailleurs, ces codes, ils varient selon les cultures. La question du seuil, elle n'est pas toujours perçue de la même façon selon les cultures. On voit bien à la télévision, dans les séries américaines, que le seuil, c'est pas du tout la même chose en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, quelqu'un qui est sous la véranda n'est pas entré dans la maison. Il est sur le seuil et c'est vraiment un lieu de rencontre entre voisins. Là, la bonne distance est trouvée. Tandis qu'en Europe, quelqu'un qui est, ça dépend aussi parfois des pays d'Europe, enfin en France en tout cas, quelqu'un qui est sur le seuil, qui est dans l'entrée, est déjà dans la maison, et déjà la question se pose de savoir à quelles conditions on le fait entrer. Alors, donc là, ça paraît finalement une bonne solution, parce qu'il suffirait pour trouver la bonne distance de respecter les codes de voisinage. Bon, il y a un premier problème déjà qui tient au fait qu'on ne connaît pas forcément les codes de l'autre, mais ça, ce sont des ajustements qui, en général, se trouvent assez facilement. Il y a surtout un problème théorique qui tient à la différence des sens, les uns les autres. Tous les sens ne sont pas identiques quant à la distance. L'odorat, l'ouïe sont des sens relativement limités. En revanche, l'œil ignore presque toutes les limites. On voit très loin, on voit jusqu'où on peut voir. Et dans les querelles de voisinage, cette question de la bonne distance, elle porte majoritairement sur l'œil. Les querelles de voisinage, au sens juridique, ceux qui vont devant les tribunaux civils, là où effectivement il semble que les codes soient battus en brèche, sont précisément ceux qui concernent l'œil. Le voisin a construit une terrasse devant la fenêtre de ma cuisine, de ma chambre, etc. Donc il y a quelque chose là de la distance de l'œil qui n'est pas respecté. Donc de la même manière, la maxime de trouver la bonne distance semble, sinon mauvaise, mais du moins beaucoup plus abstraite qu'il ne semble à première vue, parce que dans les deux cas, du mur et de l'œil, elle ne supprime pas la conflictualité inhérente au voisinage. Le voisinage est un espace de conflictualité, il ne faut pas être irénique quand on se pose ces questions de voisinage. De toute façon, la recherche du lien social, elle ne se ferait pas s'il allait de soi, le lien. Et donc, la bonne distance, c'est déjà en quelque sorte une maxime qui se résigne un peu trop, en quelque sorte, à la conflictualité du voisinage, sans en même temps l'affronter réellement. Donc, il semble que la deuxième maxime, celle qui prescrit d'entretenir de bonnes relations de voisinage, prenne au moins en compte ceci, que relation, il doit y avoir. Querelle ou pas, c'est la relation qui doit l'emporter. Au moins, la deuxième maxime prend-elle en charge l'illusion majeure, mais une vraie illusion qui ressurgit tout le temps, l'illusion du chez-soi. Il pourrait y avoir un chez-soi distinct du chez-soi de l'autre et que, avec des codes ou des murs, on s'arrangerait de telle sorte à ne pas empiéter les uns chez les autres. En fait, la deuxième maxime, elle paraît beaucoup plus concrète dans la mesure où elle suppose que le chez-soi est toujours ouvert, que notre maison est comme notre corps. Pourquoi le voisinage est sensoriel? Notre corps est ouvert, permet de parler, d'entendre, de goûter, de sentir. Donc de même que notre corps est ouvert, notre maison est ouverte. Quoi que nous fassions pour la clore, elle reste ouverte. Et donc,
même ça signifie qu'on habite toujours un peu chez l'autre. Que quand on est mal chez soi, on sait que ça peut être à cause de ses voisins, les voisins du haut qui font trop de bruit, etc. Mais quand on est bien chez soi, on ne prend pas toujours garde que c'est aussi parce que l'autre fait attention à nous. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu chez l'autre, qu'on est toujours avec l'autre, même quand on ne l'entend pas, même quand on ne le voit pas. On entretient toujours une relation avec ses voisins. En effet, la spécificité donc, des relations, des conflits de voisinage, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tient à ce que le voisinage est un lieu d'échange, et particulièrement d'échange de paroles. Reliant et séparant les domiciles, le voisinage permet de se parler, de se rencontrer, de se croiser, d'échanger quelques mots, parfois le minimum vital pour une journée, pour exister. Dans les besoins fondamentaux, on omet souvent celui-ci, celui de parler. C'est un besoin vital, on peut mourir de ne pas parler. Et de fait, on nomme électivement avec le possessif mon voisin, ma voisine, pas celui seulement qui sur le plan habite le même immeuble que soi-même, mais celui avec qui on parle, celui qu'on fréquente, celui qu'on connaît. Le voisinage suppose pour cette raison donc une certaine fréquentation. Des êtres qui se parlent, donc qui tiennent des propos de voisinage, eh bien, pour cette raison, peuvent aussi nourrir des relations d'entraide, des échanges de secours, de services. Un proverbe du XVIIIe siècle disait « Mieux vaut avoir ami voisin que frère duquel lointaine soit la demeure ». Parce que sous un ouragan, sous un cyclone, dans une inondation, c'est très bien d'avoir sa famille, ses amis, mais c'est d'abord au voisin qu'on a affaire. C'est le voisin qui peut nous porter secours quand on est débordé. Et ce voisinage, il est essentiel aussi pour ne pas que soit éprouvé le sentiment de l'exclusion. Nombre de sans-abri se plaignent d'être exclus d'abord de l'échange de paroles. D'autres choses, bien sûr, mais aussi de l'échange de paroles, du fait de n'être plus dans la rue que des corps qu'on enjambe. Alors, bien entendu, il semble que cette maxime du voisinage, elle passe donc par l'échange, par la parole, un échange qui peut être vif, mais les querelles de voisinage peuvent trouver leur autorégulation dans le fait qu'elles sont des paroles. Ce qu'on appelle les nouvelles formes de démocratie semble s'ancrer dans cette maxime. Entretiens des bonnes relations avec tes voisins, et elles sont en ceci porteuses de possibilités de lien social, parce que précisément la parole qui est échangée peut être une parole de voisinage qui ne passe pas seulement par les façons beaucoup plus codifiées de participer aux politiques. La démocratie, bien entendu, suppose le débat agonistique dans des lieux qui lui sont propres. Il n'est pas question de revenir là-dessus, mais elle ne peut être vivante que s'il existe d'autres types d'échanges de paroles qui, du plus local jusqu'au mondial, relient les voisins. Donc l'éthique du voisinage semble passer par toutes les formes de relations langagières, des salutations, jusqu'au récit qu'on se fait de sa journée quand on rentre, et qui induit aussi, bien sûr, des échanges de services. Mais si cette maxime peut apparaître également comme insuffisante et abstraite, eh bien, c'est qu'on sait que dans l'histoire, cela aussi s'est retourné. Les bonnes relations entre voisins, elles se sont retournées.
Je peux citer deux exemples qui sont connus de tous. Un qui est tiré du récit d'un historien polonais, Jan Grosz, qui, dans Les Voisins, raconte l'histoire d'un pogrom à Combly en juillet 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais avant le début de la solution finale, dans une petite ville polonaise où vivaient en bon voisinage, depuis plus de 2 siècles, juifs et non-juifs. Il y avait des relations d'entraide, il y avait de la parole, de la fréquentation, mais ça n'a pas empêché qu'une partie de la ville, sans ordre même, a massacré l'autre. Alors, au profit de conditions historiques, certes, mais sans ordre direct, les voisins ont tué les voisins. Et les voisins se sont vus enfermés dans une branche à laquelle les voisins qu'ils connaissaient, qu'ils tutoyaient, avec qui ils avaient des échanges de services, eh bien, ont mis le feu. Deuxième exemple, donc deuxième exemple, eh bien, c'était le génocide du Rwanda, qui lui aussi est un massacre de voisinage et de voisins qui se connaissaient. Le Rwanda est un tout petit pays, bien entendu, où les gens étaient en relation les uns avec les autres de façon très intriquée, et pour autant, eh bien, les voisins ont massacré les voisins. Donc, la maxime de la bonne relation ne peut pas être plus autonome que la maxime de la bonne distance. Ce sont des maximes d'action, des maximes déontologiques qui ne sont opératoires que si le bien est d'abord voulu. Mais en l'absence de transcendance, les maximes du voisinage doivent reposer sur autre chose, comme je l'annonçais, c'est-à-dire qu'il faut essayer de tenter de penser une éthique du lieu, et c'est à cette condition que le voisinage peut en lui-même être une éthique, que l'éthique est dictée en quelque sorte par le voisinage. On considère ordinairement en éthique que c'est le face-à-face qui est le modèle éthique. Or, précisément, le face-à-face, c'est ce qui produit la haine. Donc, traiter son voisin comme un voisin d'en face, eh bien, c'est forcément arriver au massacre et à la haine. La crise du voisinage contemporaine provient précisément de ce que nous avons du mal, mentalement, à nous représenter l'autre autrement que comme quelqu'un qui nous fait face, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, mais le pire, alors, arrive toujours. Le nationalisme, c'est un face-à-face, eux et nous. Et voilà pourquoi le face-à-face peut toujours annuler la bonne distance comme la bonne relation. Il induit, en effet, je vais vite, de la ségrégation comme du populisme, peur du voisin d'en bas et également peur du voisin d'en haut. Donc, traiter l'autre comme un voisin, c'est le traiter comme un voisin d'à côté. Une éthique du voisinage doit commencer par prendre la mesure de ce que signifie se côtoyer. C'est dans cet à côté que réside l'acceptation de l'hétérogénéité des places à laquelle convie le voisinage. Hétérogénéité qui n'est pas une simple différence et qui n'est pas ontologique, qui n'est pas substantielle. Dans une société, les places tournent et l'habitat urbain est pour cette raison très intéressant. Nous sommes tous les voisins du haut et les voisins du bas d'autres, et ça peut changer. Donc le voisinage est lui-même une éthique, car il oblige, quand il est voisinage d'à côté, à symboliser l'altérité à partir du lieu commun. Ce qui nous est commun, c'est le lieu, et il nous permet de nous déplacer. L'espace commun est toujours une ligne commune. Voilà pourquoi l'éthique du voisinage est une éthique de la mitoyenneté. Repenser ce que signifie vivre les uns à côté des autres, ce sera ma conclusion, est le premier devoir d'une éthique du voisinage, et c'est elle seule qui peut donner sens aux deux autres maximes de la bonne distance et de la bonne relation, qui ne sont pas nulles, évidemment, mais qui ne valent qu'à condition de traiter le voisin comme un voisin d'à côté
et pas comme un voisin d'en face, ni un voisin d'en bas, ni un voisin d'en haut. Je vous remercie.